Bonjour à tous, on passe à notre nouveau sujet. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant. On est à l'heure où on entend souvent parler de ces dernières trouvailles en termes d'imagerie cérébrale et de neurologie qui nous questionnent sur la capacité de l'interaction entre les humains à développer l'intelligence de l'un l'autre. Comment est-ce qu'on inscrit finalement les questions de télétravail, de coworking, de retour à l'entreprise dans ces conditions-là. Le fait que finalement, lorsque l'on interagit justement comme on va le faire maintenant en présentiel, on développe la capacité chez l'autre de développer son intelligence rationnelle et émotionnelle. Et donc j'invite sur la scène aujourd'hui Boris, Philippe et Franz à nous rejoindre pour ce débat. Oui, on va commencer par Boris Siglet, qui est donc membre fondateur, associé fondateur du Lab RH, un collectif de plus de 350 startups dans le domaine des ressources humaines et qui cherche à donc donner des façons innovantes de gérer les ressources humaines dans les entreprises. Merci Boris. Merci Artus. Bonjour à tous, donc je suis Boris Sirbet, comme Artus l'a dit, j'ai une double casquette en fait aujourd'hui. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle My Job Company dans le domaine du recrutement participatif. Et il y a 1 an et demi aussi, effectivement, on a lancé une initiative, d'abord avec 2 startups concurrentes. Et aujourd'hui, ça a énormément grandi. En 1 an et demi, on a rassemblé effectivement pas loin de 350 startups dans l'innovation RH qui essayent de faire réussir ensemble l'innovation. Donc aujourd'hui, on m'a invité pour parler d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé. L'intitulé, si je me souviens, c'est est-ce que en fait le retour en gros à l'entreprise est l'enjeu du travail de demain. Avant d'être entrepreneur, en fait, moi j'étais philosophe, donc j'aimais bien interroger les intitulés pour essayer de voir les différents niveaux de sens qui s'y trouvent. Et j'ai trouvé ça très riche parce qu'en fait, il y a plein de manières de comprendre, j'ai l'impression, cette question. D'abord, je trouve que c'est interpellant parce que de la façon dont c'est formulé, enfin la première réception que j'en ai eue, je me suis dit, mais finalement, on a quasiment l'impression que la question, c'est qu'on s'est levé un matin et qu'on a passé la tête dans les bureaux et qu'on s'est rendu compte que la moitié des gens n'étaient plus là, quoi. Et qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la grande disparition, comme dans le bouquin de Georges Perec, donc où est-ce qu'ils sont tous passés? Et en fait, à ça, il y a des tas de réponses. Une première réponse, là, on vient de parler du télétravail, c'est une remarque très très juste sur la pollution, je n'y avais pas pensé, mais c'est d'une évidence lumineuse. Donc oui, effectivement, le télétravail est en train de s'installer, donc les gens de plus en plus travaillent à distance, donc ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, aujourd'hui, dans les raisons pour lesquelles les collaborateurs viennent de moins en moins dans les entreprises, il y a aussi le statut, par exemple. On sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, dans un certain nombre de grands groupes, plus de la moitié des collaborateurs ne sont plus des employés, ce sont des gens qui sont des travailleurs individuels, donc en fait ils viennent quand on a besoin d'eux dans le cadre de missions et ainsi de suite. Et donc en fait on se rend compte que c'est très très multiple les raisons de cette désertion de l'entreprise comme lieu physique. Et en fait le choix que je vais faire, c'est plutôt de me concentrer sur la question en la changeant un petit peu, en la twistant et en posant plutôt la question, mais qu'est-ce qui va à nouveau rendre l'entreprise attractive? Qu'est-ce qui va en faire un aimant d'attraction des talents? Et comment on fait pour s'organiser autour d'une nouvelle vision de l'entreprise et de son fonctionnement, de façon à ce que le lieu physique serve cette vision et ce fonctionnement-là. Voilà. Donc par rapport à ça, pour donner en fait quelques concepts un peu opératoires que nous on a utilisés au sein du lab et qui ont été assez efficaces pour aider à piloter des transformations, nous on s'est rendu compte en fait qu'il y a 5 axes qui sont des grands axes aujourd'hui d'attractivité pour, disons en fait, appeler à soi les talents. D'abord, il y a un premier axe qui est un axe tout bêtement en fait physique. C'est vraiment l'organisation des bureaux. Parce que quand on dit en fait retourner vers l'entreprise, il y a aussi la question de savoir quelle entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise où vous avez en fait un grand plateau avec des cages à lapins et les gens vont avoir en fait leur petit espace complètement standardisé pour se concentrer sur leurs tâches très spécialisées, ou est-ce que c'est une entreprise où on va en fait créer un lieu de vie, tout simplement. Et un lieu de vie, c'est quelque chose en fait qui est très multiple parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est très chargé de tous les programmes qui ont été implantés en nous en termes de grille de lecture depuis longtemps, enfin au moins depuis la révolution industrielle.
Et en fait, on a négligé plein de choses dans les besoins des êtres humains dans leur espace de vie. Et l'entreprise, c'est un espace de vie qui est central parce qu'on y passe à peu près un tiers de sa vie. Donc comment on fait pour avoir des lieux qui sont chaleureux, qui sont accueillants? Comment on fait pour avoir des lieux où on peut être à la fois en collectif, discuter, s'engueuler, trouver des solutions, des consensus, et avoir de temps en temps des moments où on peut réfléchir, méditer, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout ça en fait comme question. Donc d'abord, en fait, la dimension physique. Après, il y a une dimension aussi qui est une dimension qu'on a tendance un petit peu à négliger, mais qui me semble assez importante, qui est la dimension aussi digitale. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, c'est un lieu où je vais trouver des outils, un environnement digital qui correspond à la facilité d'utilisation, au confort, à la simplicité en termes de communication, d'efficience, de ce que j'utilise au quotidien quand j'ai mon smartphone, que je choisis de télécharger mes applis, et ainsi de suite. C'est aussi un point qui a tendance à faire un petit peu déserter quand même les gens loin de l'entreprise. Après, le troisième point qui me paraît fondamental, c'est le point en fait émotionnel, humain. La dimension qui est en fait quelle est la nature du contact que je vais avoir avec les gens là où je suis. Est-ce que c'est un contact qui est chaleureux, qui me nourrit en fait tous les jours, ou est-ce que c'est un contact qui est froid, qui est très formel, très taylorisé et ainsi de suite. Puis après, il y a encore deux autres dimensions qui sont assez essentielles. Il y a une dimension en fait qui est assez, je dirais, stratégique, mais vraiment dans le sens neutre du terme. Est-ce que voilà, là où je suis, je trouve un salaire qui me convient, des possibilités d'évolution, ainsi de suite. Et puis la dernière dimension, elle est aussi aspirationnelle. Est-ce que je suis dans une entreprise où je comprends ce que je suis en train de faire, où ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que je suis en résonance avec les valeurs de l'entreprise? Et à partir de là, est-ce que j'ai envie d'y être, du coup? Et en fait, vous voyez bien que ces 5 dimensions se rejoignent complètement dans le sens en fait, où elles interagissent les unes avec les autres. Il faut, je pense, tenir tous ces termes de l'équation. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a un autre élément qui me paraît fondamental pour que l'entreprise de demain arrive à être un véritable pôle d'attraction vis-à-vis des talents. Et ça, je pense que c'est très intéressant d'avoir aujourd'hui effectivement Philippe Bonnet qui va intervenir pour Sodexo, parce que je me suis intéressé aussi un petit peu à cette question des entreprises qui font du service de vie. Et je pense que demain, une des clés fondamentales, c'est que l'entreprise arrive à être le centre, le cœur d'un écosystème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des entreprises qui, jusque-là, fonctionnaient avec, je dirais, un modèle qui est très compartimenté. Voilà, il y a les salariés, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. Ça, c'est très opérant depuis très longtemps comme je dirais, concept. Il y a un intérieur et un extérieur dans l'entreprise. Et en fait, plus ça va et plus vous réalisez que c'est complètement en train d'exploser comme modèle. C'est pour ça qu'on est dans un monde qui est souvent un peu complexe à comprendre, dans le sens où toutes les frontières traditionnelles sont en train de s'effacer. Aujourd'hui, les jeunes entreprises, les startups, très souvent, pour se lancer, vont commencer par faire une levée de fonds, et de plus en plus, ça peut être un crowdfunding. Ils vont dire, en fait, ben voilà, l'argent, il ne va pas venir d'investisseurs, mais il va venir en fait d'une collectivité, d'une communauté. Et cette communauté va aussi être la première communauté d'utilisateurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est en train de dire, ça? C'est en train de dire que la fonction entrepreneuriale est en train de devenir aussi collective d'une certaine manière. C'est-à-dire les investisseurs sont aussi les utilisateurs sont aussi ceux qui font évoluer en fait la vision de la société et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qui est aussi en train de se passer, c'est que on voit bien en fait que les centres de décision sont en train de redescendre, par exemple, au niveau des territoires. Et quand une entreprise est concentrée sur du service de vie, ben en fait, je pense qu'elle peut plus se permettre aujourd'hui de fonctionner en estimant que les réponses vont venir de spécialistes. Quand on fait du service de vie, dans le cas de Sodexo, en fait, ça peut être autour de tout ce qui est système alimentaire, etc. Ça peut être aussi autour de l'énergie, et ainsi de suite. En fait, soit vous reposez sur l'idée que ce sont des spécialistes qui vont vous apporter les solutions sur la manière d'innover, d'évoluer, et ainsi de suite. Soit en fait, à un moment, vous êtes sur des logiques qui sont beaucoup plus collectives, où c'est à la fois le consommateur qui va devenir un peu plus acteur, vos fournisseurs, vos clients, et toute une chaîne en fait de valeur qui va se construire, de personnes qui vont vous aider en fait à construire votre entreprise et votre service. Et ça répond aussi, je pense, à une question de l'attractivité, qui est comment on arrive en fait à attirer aussi les jeunes générations et les jeunes talents. Et les jeunes talents aujourd'hui, je pense qu'ils ont avant tout besoin d'avoir du sens et une vision qui est véritablement partagée et écosystémique. C'est-à-dire on est là en fait parce qu'on co-construit, enfin j'ai entendu le mot tout à l'heure et ça c'est vraiment un mot qui me paraît fondamental, on est acteur en fait de la vie de l'entreprise, on est acteur de la vie du territoire, on est acteur en fait de la vie du collectif. Voilà, donc ça c'est quelques éléments de réponse sur ce qui peut à nouveau ramener les gens au sein de l'entreprise. Merci Boris. Je vais appeler Philippe pour la suite. Philippe qui est donc directeur général chez Sodexo. Bonjour.
Alors, je vais témoigner sur deux aspects, c'est-à-dire je suis directeur général chez Sodexo en France, donc je pense qu'on peut partager des choses au travers de tout ce que l'on délivre à nos clients et tout ce qu'on entend, tout le recueil des attentes de nos clients. Mais aussi, je vais témoigner en tant que dirigeant d'une entreprise de service, parce que les soucis qu'ont mes clients sur l'environnement de travail, nous les avons aussi, bien entendu. Bon, quelques mots sur Sodexo. Je ne vais pas passer longtemps là-dessus, mais je pense qu'il y a des points importants qui expliquent un certain nombre de réflexions. Sodexo, ça a été créé en 1966, ça fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui est présente dans 80 pays et on emploie 425 000 personnes. 425 000 personnes sur 34 000 sites. Ça veut dire qu'en moyenne, on a 12 personnes par site. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer comment on peut gérer une entreprise de cette taille aussi morcelée. 98% de nos managers, donc ces agents de maîtrise ou ces cadres qui pilotent ces équipes, ils sont sur site et ils vivent chez nos clients. Et ils sont en CDI chez nous, bien entendu, mais ils vivent chez nos clients, au rythme de nos clients. Et tout notre système, tout notre ADN, c'est de comprendre exactement ce qui se passe chez eux, quels sont les différents pouvoirs, comment on peut s'adapter, parce qu'on est toujours en contrat B2B, avec une particularité, c'est que c'est des contrats B2B où on sert aussi des consommateurs. Ça veut dire que lorsqu'on signe un contrat avec un client, on va servir tous les jours, apporter des services tous les jours à des consommateurs, qui sont des utilisateurs finaux. Et à la fois 50% du business vient du client et 50% vient de la satisfaction des consommateurs. Et c'est aussi une entreprise qui a des structures très plates, c'est-à-dire 4 niveaux hiérarchiques entre le responsable d'un site et le CEO du groupe. Donc ça veut dire que tous ces fonctionnements, tous ces remarques, cette adaptabilité qu'on doit avoir est hyper importante pour qu'on puisse se développer, bien entendu, mais conserver nos clients, s'adapter. Alors on intervient dans de nombreux domaines, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'éducation, les hôpitaux, ainsi de suite. On a un scope on va dire, d'observation des grandes tendances qui est assez fort. Alors si je parle du milieu d'entreprise, il y a vraiment des grandes tendances qui se dégagent et qui font que nos métiers sont en train de changer, nos métiers de prestataires de services sont en train de changer. Et si je parle des utilisateurs, c'est peut-être impensif, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que les gens attendent de plus en plus un rééquilibrage entre la vie professionnelle et la vie privée, avec parfois un mélange des deux. C'est-à-dire que les gens, ils règlent des problèmes personnels. Nous réglons, parce que je suis aussi quelqu'un qui travaille. Nous réglons des problèmes personnels au travail, et puis de temps en temps, on règle des problèmes professionnels quand on est chez nous. On a une grande tendance maintenant à avoir aussi des gens qui revendiquent le fait de travailler chez eux ou de travailler dans un tiers-lieu, ce qui change complètement les fonctions de management, et ce qui change aussi évidemment le type de prestation de service qu'on a apporté. Il y a des changements de génération, clairement. Je pense que les gens attendent plus, ont une relation à l'entreprise qui est différente de ce qu'était la relation à l'entreprise des générations précédentes. Et puis il y a le phénomène de la digitalisation qui est un phénomène hyper important. On a l'impression que tout doit marcher tout de suite, tout doit être disponible tout de suite. Et c'est une vraie modification, même dans les façons de manager, dans la façon de faire les reportings, dans la façon de discuter avec nous. Du côté des entreprises, moi je suis assez frappé. Comme je suis prestataire de services, je visite beaucoup de clients. Et quand je passe pour aller à un rendez-vous, je m'aperçois qu'à chaque fois que je traverse les bureaux d'une entreprise, 50% des places sont vides. Chez nous, c'est pareil. Mais c'est quand même, ça pose des questions. Ensuite, on sait que les organisations du travail ont complètement changé. C'est de plus en plus matriciel. Ça marche en termes de groupes de projets, avec des gens qui ne sont pas employés au même endroit. Donc ça nécessite de la communication. Et ce qu'on voit très fort dans les attentes de nos clients, qui n'était pas forcément quelque chose d'évident il y a quelques années, c'est la première attente, c'est l'attractivité de l'entreprise. Le souci de nos clients, c'est comment je fais pour avoir des gens qualifiés, comment je fais pour les retenir et comment je fais pour passer les 10 années qui viennent, parce qu'il y a aussi des changements de génération.
Il y a aussi une volonté de modernisation des espaces de travail. On passe de l'open space au flex office. Il n'y a plus d'espace, on va dire, privatisé, et avec des espaces qui sont dédiés à plusieurs activités à la fois. Dans notre métier de base, qui est la restauration, il y a une évolution importante. Vous savez, les salles de restaurant, ça servait 2 heures par jour. Ça sert toujours 2 heures par jour pour déjeuner, mais maintenant, ça doit aussi servir le reste du temps pour travailler et aussi pour se restaurer. Donc il y a un vrai changement. Et dans les autres services, c'est aussi la même chose. Le flex office, ça ne demande pas la même chose en termes de prestations de services sur la propreté. L'accueil, ça se passe autrement. La maintenance, ça se passe autrement. Tout ça apporte des changements hyper importants. Et nous, à la fois dans la manière de concevoir le service et à la manière de satisfaire les clients finaux, c'est hyper important. Autre chose qu'a souligné Boris, c'est au fait aussi on voit des clients qui cherchent à mutualiser leurs espaces avec leur écosystème. Il y a des banques qui cherchent à ce que leur délégation régionale devienne un lieu où tous leurs partenaires, fournisseurs, clients, tout ça, puissent se rencontrer au sein de la caisse, au sein de la direction régionale. C'est un phénomène hyper important aussi, et on trouve une importante évolution dans ce domaine. Je vais passer sur quelque chose qui me semble important, c'est mon expérience en termes de dirigeant d'entreprise. Nous, on est une entreprise de nomades, de toute façon. Comme je vous l'ai dit, 34 000 sites, nous sommes chez nos clients. Cependant, on a quand même des structures, on a quand même des directions de filiales. Et mon sujet, c'est qu'avec le digital, avec toute l'évolution des outils de communication que nous avons eus, les gens ne viennent plus du tout au bureau. Et ça m'embête, parce que pour donner du sens à ce qu'on fait, il faut quand même un petit peu se rencontrer, il faut quand même un peu travailler en équipe. On a des valeurs là-dessus. Tout ça, ça challenge l'engagement, ça challenge l'appartenance à l'entreprise. Et donc, nos gros enjeux chez nous, on y travaille, c'est de trouver du sens. Comment on retrouve du sens pour que les gens reviennent, prennent plaisir à se réunir en équipe, communiquent. On va essayer aussi de casser les silos, parce que quand les gens ne se voient plus, les silos se construisent. Et c'est tout un challenge. Et ce que je peux dire, à la fois chez nous, mais je vois bien aussi chez nos clients, tous ces changements ne peuvent être portés que par l'engagement des dirigeants et du top management. C'est-à-dire que si la valeur d'exemplarité du top management et des dirigeants est fondamentale pour que les choses puissent évoluer. Voilà. Merci Philippe. Merci Philippe. Vous pouvez aller vous asseoir à côté de Boris. Et je vais appeler maintenant Franz, qui est associé donc, chez LBMG Work Labs, qui font des espaces de coworking. Il va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Donc moi aussi, je suis directeur général, mais je n'ai pas 60 milliards de chiffre d'affaires ni 350 000 salariés. Un jour peut-être. La question qui est posée, c'est est-ce que l'enjeu de l'entreprise de demain est le retour au bureau ? Et à chaque fois qu'on me pose cette question, de cette façon ou d'une autre, je ne peux pas m'empêcher de penser à Détroit. Vous connaissez Détroit peut-être. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion, par erreur, on va dire, de me retrouver à Détroit. Un avion qui était détourné parce qu'il y avait une tempête. Et j'ai été choqué de voir que cette ville, qui était le fleuron, la capitale de l'industrie, de l'automobile, avec ses usines gigantesques, celle d'Henry Ford, avec ses tours de bureaux, celle de General Motors, 500 000 mètres carrés de bureaux en 2 tours, en plein cœur de Détroit. J'ai été choqué de voir à quel point tout ça était aujourd'hui dévasté, abandonné. Alors quand on me pose la question de quel est l'avenir du bureau, le retour au bureau, etc., je me demande si il n'y a pas un risque de Détroit qui pèse sur l'entreprise et sur le bureau. Le temps passe vite. À la question, l'entreprise de demain, pour moi, c'est aussi la question du travail de demain. On a trop tendance à se projeter dans ce qu'on connaît. Donc le travail aujourd'hui, c'est je vais au bureau, j'ouvre un ordinateur, j'ai imprimé quelques documents que j'annote, etc.
Dans 10-15 ans, je pense que vous en êtes tous conscients, le travail aura énormément changé. Intelligence artificielle, robotisation, big data, automatisation. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui font le travail qu'on fait aujourd'hui dans des bureaux? Je n'en suis pas sûr. Dans quelques années, le travail ce ne sera effectué que par des digital natives, que par des gens qui sont nés dans les nouvelles technologies, qui ont appris à interagir à distance par les nouvelles technologies avec leurs amis Facebook, avec leur réseau professionnel LinkedIn, des gens qui ont appris à faire des rencontres amoureuses sur leur smartphone. Gros changement quand même. Donc ces actifs, demain, quelle valeur ils donneront au bureau, à l'entreprise? Quelle valeur ils donneront? C'est une véritable question selon moi, parce que derrière, le bureau et le retour au bureau représentent ce que j'appelle un coût de transaction. Coût de transaction parce que c'est du temps pour y aller, coût de transaction parce que c'est de l'argent public dépensé pour avoir des autoroutes gigantesques qui sont utilisées 2 heures par jour au pic de trafic. C'est également un coût de transaction pour l'entreprise parce que ça coûte de l'argent des bureaux. C'est un coût de transaction pour l'entreprise parce qu'au bureau, on n'y est pas forcément performant, on n'y est pas forcément à l'aise, on est moins concentré, etc., etc. Donc la question des coûts de transaction, elle est au cœur, selon moi, de l'équation. Alors, j'en conviens, dans quelques années, sans doute que grâce à la voiture automatique, peut-être aux drones habitables, si je ne m'abuse, on va tester ça sur la Seine, un taxi volant au-dessus de la Seine dans quelques mois, sauf si c'était un hoax. A priori, le coût de transaction pour aller en entreprise demain pourrait se réduire grâce à l'automatisation des transports. Donc il faudra réévaluer l'équation à ce moment-là. Donc ça, c'est la question, coût de transaction et quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, selon moi, il faut également se la poser au regard de la concurrence qu'il y a au bureau. Parce qu'aujourd'hui, le bureau, il est partout. Il est chez moi, sur mon canapé, il est sur ma table de cuisine, il est au Starbucks du coin de ma rue, il est l'espace de coworking, il est dans le train, il est dans l'avion, il est chez ma grand-mère, il est chez ma copine à Bruxelles. Bref, mon bureau, il est partout, il est là où je suis. Donc, quelle est la valeur ajoutée du bureau ? Selon moi, le bureau doit se mettre à niveau. Le bureau doit être aussi confortable que le vieux canapé de ma grand-mère. Le bureau doit être aussi sympathique que le coworking du coin. Le bureau doit me fournir des services et un accueil qui soient de la même qualité et de la même hauteur que ce que je vais trouver quand je vais au Starbucks en bas de chez moi. Donc, mise à niveau du bureau par rapport à la concurrence. Le bureau doit également être réévalué à la lumière du fait que le bureau, si on y pense bien, c'est surtout le virtuel, c'est surtout le digital. Analysons les interactions qui se produisent entre les êtres humains. Analysons comment est matérialisée la valeur ajoutée, analysons les processus. Tout cela, aujourd'hui, se passe via l'ordinateur, via le digital. Demain, le bureau, selon moi, il est autant physique que virtuel que digital. On sait tous que le bureau physique représente le coût numéro 1 ou 2 des entreprises aujourd'hui. Demain, selon moi, le coût numéro 1 des entreprises, c'est le bureau digital. Donc, le bureau physique, bureau digital, au même niveau que la concurrence. Et c'est sur cette base, j'ai envie de dire, d'égalité avec d'autres environnements, qu'on peut envisager le retour au bureau demain. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va y trouver de plus qu'ailleurs. Et sur ça, je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a plein de tendances. Le bureau, c'est la sociabilité, ça a été évoqué par les précédents intervenants. Oui, la sociabilité, mais bon, franchement, si c'est pour aller au bureau, voir des gens en costume cravate qui ne sont pas spécialement sympathiques, je m'adresse à personne en particulier, désolé. C'est pas ça la sociabilité. La sociabilité, c'est empreint d'humain, c'est empreint de dîner, c'est empreint d'apéro, c'est empreint de festif. Et il y a des entreprises, Zappos aux États-Unis. Oui, Zappos aux États-Unis, mon entreprise, est un lieu de sociabilité. La fête est au rendez-vous. La fête est au cœur de la culture de cette entreprise. La sociabilité, ok, mais autrement. Pour moi, l'entreprise, c'est un lieu de complexité humaine.
Ça a été évoqué par plusieurs d'intervenants, mais intelligence collective, codécision, co-construction, etc. Ça veut dire qu'il y a une complexité humaine forte pour arriver à produire de la valeur ajoutée, produire de la décision. Et je pense qu'être en face à face pour avoir un débat, c'est plus performant qu'à distance. Valeur ajoutée en termes de ressources, des ressources humaines, des ressources, des startups qui vont m'apporter de l'innovation, chose que je ne vais pas spécialement constater et auquel je ne vais pas forcément accéder quand je suis tout seul chez moi ou au Starbucks du coin. Et puis, ce qui a été également évoqué, je vais terminer là-dessus, c'est le hasard. L'humain, c'est du hasard, c'est de l'imprévu. Et effectivement, ça, c'est générateur et de bien-être et de valeur ajoutée. Alors, est-ce que demain, l'entreprise ou la défense ici présente deviendra comme Détroit? Ça dépendra de ce que les entreprises donneront comme valeur ajoutée à leur bureau. Merci Franz. Tu peux t'asseoir maintenant sur le siège. On va passer... je vais venir m'asseoir avec vous. Alors Boris, je te redonne la parole. Qu'est-ce qui t'a, dans tout ce que tu as entendu, et puis on a couvert un vaste sujet, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu as entendu de Philippe ou de Franz depuis quelques minutes? Alors, ce qui m'a marqué, c'est d'abord la sincérité en fait, de Philippe, parce qu'il est arrivé en disant, voilà, je ne vais pas vous cacher ce qui arrive, moi j'ai un problème. Et je trouve ça très bien en fait d'être capable d'avoir ce niveau de transparence et d'ouvrir plutôt que de dire voilà là il y a un tabou et on ne va pas en parler, d'être capable en fait d'assumer un enjeu. Ça je trouve ça assez intéressant, d'autant plus que voilà c'est une entreprise, on en parlait juste avant de venir ici, qui fait du service de vie, qui est très en contact en fait des besoins des gens et qui a toujours fonctionné, je pense, dans une espèce vraiment d'honnêteté par rapport à ces enjeux et ces besoins-là, quoi. Donc ça, j'ai bien apprécié ça. Voilà. Ça, c'est une première chose qui est intéressante parce que là-dessus, on peut essayer de trouver des réponses. Sur ce qu'a dit Franz, en fait, je trouve que c'est extrêmement pointu. Vraiment, tu as fait un zoom très précis en disant, mais ok, maintenant, on se pose la question du bureau, mais en fait, c'est pas ça la vraie question. C'est-à-dire le bureau, ça devient un symptôme de tout le reste. Et ça concentre, c'est un peu un centre névralgique, quoi, qui est en fait la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et comment on bosse ensemble dans une boîte, quoi. Et tout d'un coup, c'est intéressant parce que quelque chose qui peut sembler presque un symptôme prend vraiment une importance assez cruciale, quoi. Et ça, je le rejoins complètement dans le sens où je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise qui est en train de se transformer dans son être. C'est ontologique, là, ce qui est en train de lui arriver, pour utiliser un mot de philo, quoi. C'est vraiment une histoire de ce qu'on est. Et par rapport à ça, en fait, la question du bureau, c'est presque une question de fonction, en fait. C'est-à-dire, si on est capable, en fait, de dire ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, à partir de là, on trouvera la fonction. Enfin, on va la redéfinir ensemble. Ça aussi, c'est un point intéressant parce que je pense que ceux qui peuvent apporter la réponse à qu'est-ce qu'on fait des bureaux et comment on veut y être ensemble, ce sont les gens qui vont y être. Voilà. Et c'est tout bête à dire, hein, mais je pense qu'il faut aussi chercher la réponse là, en demandant au collectif. Alors, Franz, on parlait des questions. Est-ce que justement ce que tu as entendu aussi aujourd'hui t'a amené de nouvelles questions ou des réponses dans ce que tu abordes, une autre façon de percevoir les choses? Alors des réponses non, à moins que l'un de vous deux soit Madame Soleil, mais les questions sont tournées vers l'avenir, donc on est dans la futurologie un petit peu. Il y a deux choses qui m'ont interpellé et qui ont été évoquées par et Boris et Philippe. La première, c'est la question du périmètre de l'entreprise. Boris, tu évoquais le fait qu'aujourd'hui, 50% des apporteurs de valeur ajoutée sont en dehors de l'entreprise. Philippe expliquait que 80 et quelques % de ces actifs sont chez le client. Et du coup, moi, ça m'interpelle parce qu'on se pose la question du bureau, comme si c'était le centre de gravité principal, alors que le centre de gravité principal, il est peut-être à l'extérieur du bureau. Il est sur mon marché, sur mon interaction avec mes clients. Il est sur les usines qui produisent de la valeur. Il est un peu partout. Donc attention à ne pas se tromper de centre de gravité quand on réfléchit au retour à l'entreprise, hein, qui est la question.
Et le deuxième point qui m'a interpellé, c'est la question des valeurs, qui est un énorme sujet selon moi. Boris, tu soulevais la question des valeurs et Philippe aussi, hein, comme façon de donner du sens au travail. Ok, mais quelles sont les valeurs qui animent les individus? Et quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors, me parlez pas de confiance, transparence, etc., qui sont les bullet points affichés dans les ascenseurs de toutes les entreprises installées ici. Quelles sont les valeurs qui vraiment font corps, font sens pour les individus? Et là, c'est un sujet qui se complique, parce que une entreprise, c'est une valeur business. Une entreprise, ça peut avoir des valeurs affichées et des comportements différents par rapport aux valeurs. Et donc, comment on gère ça? Comment on arrive à vraiment s'engager en tant qu'entreprise sur des valeurs pour que les individus puissent s'y agripper, s'y accrocher et faire sens? Alors, Boris parlait de l'aspect transparence dans ce que tu mentionnais. Philippe, comment tu considères ça comme justement comme peut-être une valeur ou comment est-ce que comment est-ce que ça t'interpelle finalement par rapport à ce que Franz vient de dire sur l'importance des valeurs? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Nous, on est dans une entreprise, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, qui est très atomisée, hein, d'une certaine façon. Comme on est organisé, il faut absolument qu'on ait des politiques et des fonctionnements très solides, parce que sans quoi, ce ne serait plus une entreprise, ce serait autre chose. Et on a un ciment qui sont les valeurs. On a des valeurs comme esprit de service, esprit d'équipe, esprit de progrès. Et on s'aperçoit que moi, personnellement, en tant que manager, quand j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre ou une décision à prendre, quand on se réfère aux valeurs, il y a un vrai guide et on sait où trouver le sens, quelle est la meilleure décision. Ce que j'ai retenu, moi, des deux présentations, c'est qu'on parle toujours de donner du sens. Et franchement, bon, je travaille depuis un peu plus longtemps que vous. J'ai appris à travailler avec une cravate, d'ailleurs. Il faut s'assumer, et puis je me rase le matin, ouais. Un jour, on a eu une discussion tous les deux. Je lui disais, je pense qu'une entreprise, c'est pas une démocratie. 20 minutes après, il m'a ressorti la question. Non, les valeurs, c'est sûr. Donner du sens, c'est ce que les gens cherchent. Il faut se poser la question de ces valeurs-là et donner du sens dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que ça signifiera? Mais personnellement, je trouve rien de nouveau. En fait, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de micro portable. Bon, maintenant, il y a le digital. Mais on parlait déjà à l'époque de donner du sens pour que les gens soient à l'aise dans ce qu'ils faisaient et soient engagés. Donc, il y a franchement pour moi pas de nouveauté sur le sujet. Concrètement, on arrive à donner du sens. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Comment est-ce qu'on met en musique finalement cette question qui semble centrale? Déjà, pour moi, tu l'avais souligné, la question du sens, ça doit être effectivement porté par les dirigeants. C'est quand même un premier point. Et ce n'est pas toujours évident parce que les dirigeants, parfois, se contentent juste de reproduire des modes de fonctionnement sans vraiment chercher en fait, la vision qui est au cœur de l'entreprise. Donc ça, c'est une première condition, à mon sens. C'est que vraiment, il y a une convergence autour d'un foyer de sens qui est partagé. Et après, il y a toute la question de comment on crée un espace de liberté au sein en fait, d'une communauté de collaborateurs pour que ce sens s'incarne et qu'en fait, il fasse l'objet d'une appropriation et qu'on ne soit pas uniquement sur quelque chose qui est directif en disant bah voilà, la vision, le sens, c'est ça, et maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est très délicat, fragile à construire, mais qui est très puissant quand c'est incarné. Parce que là, pour le coup, l'énergie collective peut prendre une direction forte et efficiente quand on trouve cet équilibre-là, en fait. Donc, le sens de ma réponse, c'est dire que pour moi, l'entreprise idéale, il y a une horizontalité, puis en même temps une verticalité, c'est une tension entre les deux, en fait. Je crois beaucoup à la figure du Tao. Voilà. Super, merci. Je vois qu'on arrive à la fin du temps. Malheureusement, on aurait voulu continuer encore plus, mais donc merci à tous les trois justement pour votre transparence et puis on a été bon sur le temps. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnes qui, on ne s'en rend pas toujours compte, mais
ceux qui font la lumière, le son. Donc voilà, je voudrais applaudissez donc les trois intervenants, mais aussi tout le monde qui fait en sorte que ça fonctionne aujourd'hui.